Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir ce soir d'accueillir à l'Institut culturel italien de Paris les représentants du prix Montluc Résistance et Liberté. On a le plaisir d'avoir l'écrivain Henri De Luca et l'artiste Ernest Pignon-Ernest qui sont modérés par Monsieur Lastel. Bonsoir. Alors je m'appelle Jean-Laurent Lastel, je suis membre du jury littéraire du prix Montluc, qui est un prix littéraire récent qui a 4 ans. Qui est issu d'une idée de Jean-François Carinco, qui était à l'époque préfet de Lyon, et qui trouvait que la prison de Montluc n'était pas assez mise en valeur et pas assez connue et des Lyonnais et des Français. La prison de Montluc est une prison très importante dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une prison qui a accueilli des horreurs, qui a accueilli de nombreux résistants très importants, comme Jean Moulin, comme Marc Bloch, de nombreuses femmes et de nombreux hommes arrêtés par la Gestapo et qui ont attendu dans la prison d'être transférés vers l'Allemagne, vers des camps de concentration. C'est également la prison où ont été emmenés un jour d'avril 1944 les enfants d'Isieux, avant d'être déportés vers Drancy, puis vers les camps d'extermination. C'est donc un lieu très important pour Lyon et pour la France. Cette année, ce ne sera pas à Montluc, la situation sanitaire, enfin les directives gouvernementales nous l'empêchent. Le prix sera donc décerné par visioconférence et il sera décerné parmi un panel de finalistes de 5 œuvres d'art, dont le dernier roman d'Henri De Luca, Impossible, qui est un roman que les Français commencent à bien connaître, je crois. Vous êtes né à Naples, vous avez grandi à Naples, vous l'avez raconté. Alors d'ailleurs, c'est intéressant de savoir ce qui est vrai ou pas vrai de la fiction ou de l'expérience personnelle au sein de vos très nombreux romans qui se passent dans la Naples d'après-guerre et même après. Vous avez, en grandissant, nourri une expérience intellectuelle du monde si forte dans votre désir de dénonciation et d'action que vous êtes entré à la fin des années 60 dans des actions politiques de contestation extrêmement fortes, puisque vous avez été membre de l'OTA Continua pendant plusieurs années. Vous nous parlerez évidemment de cette expérience fondamentale et je crois qui intéresse particulièrement les Français. Alors je ne sais pas si cette génération est un peu parfois jalouse de l'extraordinaire force italienne des années 70 dans sa contestation, qui a été si belle, si universellement admirée, mais profondément réprimée. Vous le dites d'ailleurs dans Impossible à un moment, j'ai été membre de la génération la plus incarcérée de l'histoire d'Italie. Exactement, c'est incontestable. Quant à vous, Ernest Pignon-Ernest, vous êtes un artiste total, vous êtes peintre, vous êtes sculpteur, vous êtes reconnu par des jeunes artistes qui ont un succès fou aujourd'hui, comme JR ou comme John Wan, des piliers de l'art urbain, comme le fondateur de ce mouvement-là. Après votre premières expériences de collage contre la dangerosité du pouvoir nucléaire dans les années 60 dans le Vaucluse, je crois que c'est là que vous avez commencé. En 66. Vous avez construit ensuite la carrière que l'on connaît, avec aujourd'hui des expositions dans le monde entier, des rétrospectives partout, mais également un travail qui vous a rendu célèbre, au cœur même des villes, ce rapport à l'art ou à une volonté de construire une autre société. Est-ce que c'est venu du contact avec la misère ou est-ce que c'est venu de grandes rencontres? C'est venu comment? Je suis né dans une ville qui avait à l'époque la plus haute mortalité infantile d'Europe. Et les enfants mouraient de toute espèce de privation, de la nourriture, des médicaments, de l'instruction et des coups qu'ils recevaient. Et moi, j'étais plutôt à l'écart de ça. Parce que j'ai eu la possibilité de vivre dans une famille qui ne m'a pas fait manquer ni de la nourriture, ni du vêtement, des chaussures et d'une instruction. Donc, j'ai eu cette confrontation entre mon destin de privilégié et ce qui se produisait autour de moi. Naples était une ville surpeuplée, nous étions tous ensemble. Il n'y avait pas de quartier pour les uns ou pour les autres, nous étions tout mêlés ensemble. J'ai eu une éducation sentimentale à la honte. La honte,
Pour moi, c'est un sentiment politique. Ce n'est pas la colère, le sentiment politique. Parce que la colère, on prend un peu de fièvre, mais après, il passe. Non? Il y a aussi des autres sentiments de passage. Mais la honte, non. La honte se colle et il faut la gratter comme une lèvre. Et comment on peut gratter la honte? En essayant de trouver quelques manières de répondre. C'est pour ça que je l'imagine un sentiment politique. Parce que force à des réponses. On ne peut pas rester avec cette honte collée sur le dos. En plus, Naples avait hospité la plus grande flotte de la Méditerranée. C'était la 16e flotte des États-Unis qui avait le quartier central à Naples, dans le Golfe. Je pouvais voir la descente de milliers de soldats marins américains qui venaient purger leur abstinence alcoolique et sexuelle dans les rues. Ça m'a donné aussi un sentiment d'indignation personnelle, infantile. Mais tout ça s'est chargé dans moi pendant l'époque que j'ai grandi à Naples, donc jusqu'à 18 ans. Et après, je suis parti comme une balle de flipper, expulsé par la... J'avais accumulé des forces d'expulsion et de déracinement qui m'a expulsé loin de Naples. Et je me suis arraché de là comme un dent peut s'arracher d'une mâchoire. Ça veut dire que après qu'on a arraché un dent dans une mâchoire, les racines ne se collent pas dans une autre mâchoire. Restent suspendues, restent sans lieu de racinement. Je suis resté quelqu'un qui se déclare napolide, apolide de Naples. C'est comme ça. Et tous ces sentiments, à la fin, j'ai pu les manifester parce que j'étais contemporain d'une génération d'insurgés. Et ça a été ma chance d'être contemporain de cette génération et de ce siècle XXe qui a été le siècle des révolutions. C'est un siècle qui a pratiqué la révolution comme moyen de transformation de la société, moyen de transformation, de libération des empires coloniaux qui duraient parmi des siècles. Donc, un siècle qui a inauguré et aussi terminé le mot révolution. Dans votre enfance, donc l'armée américaine et l'influence américaine se présentaient donc comme une culture, une présence et des actions de gouvernement dominants. Et vous en parliez avec vos camarades, vos amis, ou c'était une révolte d'abord solitaire? C'était personnel. Oui, c'était personnel, c'est ça. Parce que j'étais encore plus solitaire que maintenant, à l'époque. Parce que j'étais coincé exactement dans moi-même. Et en plus, j'avais ce petit quart de sang américain. Parce que ma grand-mère est américaine. Elle est venue au début du siècle. Elle s'est mariée avec un Napolitain. Et est restée toute la vie à Naples. Et donc, j'ai un quart de sang américain qui effleurait à l'époque, parce que quand je grandissais, j'étais comme un de ces marins qui débordaient dans la vie. J'ai eu la chance d'être membre d'une génération qui était déjà là. C'est pas moi que je l'ai suscité. J'ai adhéré à cette génération plutôt pour des raisons sentimentales, aussi à côté des raisons politiques. Mais j'ai fait le militaire révolutionnaire pour beaucoup d'années. Militaire révolutionnaire public, pas clandestin. Notre organisation, Lotta Continua, était une organisation qui faisait des manifestations publiques, avec des lieux publics, des journaux, aussi d'organiser du théâtre, du cinéma aussi. Pasolini a fait un film avec nous. Donc c'était une organisation militante politique. Mais ça n'empêchait que nous étions tous inscrits perpétuellement dans le registre de la police. Nous sommes tous définitivement des dangers politiques. Définitivement. Naples s'est libéré. Seul, c'est le peuple de Naples qui s'est libéré. Oui, Naples s'est libéré avec 4 jours d'insurrection.
C'était l'insurrection forcenée et apparemment insignifiante, parce que les Américains étaient là, étaient à Capri, étaient à Sorrento. Non. Et tout à côté. Mais les Allemands voulaient résister dans Naples. Donc il avait organisé toute une résistance dans la ville de Naples. Parce qu'ailleurs, c'était plus difficile d'organiser une résistance, parce que c'était ouvert. Et là, tout à coup, sans aucune préméditation, s'est déchaînée une colère comme une étincelle dans l'incendie. Et donc le peuple entier s'est jeté dans les rues et s'est jeté contre les Allemands en arrachant les armes aux Allemands. Ils n'avaient pas des armes. Et à travers 4 jours de combat, ils ont réussi à repousser les Américains, les Allemands. Les Américains sont entrés à Naples sur un tapis rouge, parce qu'ils n'avaient même pas un coup de fusil. Et après avoir obtenu la sortie des Américains, des Allemands, enfin j'insiste avec la sortie des Américains s'est produite beaucoup plus tard. Après avoir obtenu là, a laissé les Américains faire. Ce n'était pas une révolution pour prendre le pouvoir. C'était une réaction épidermique et politique d'une expulsion. Et le mot d'ordre était Yataben. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Ah, c'est extraordinaire. On reviendra sur Naples, sur la décennie rouge, parce que c'est passionnant. Peut-être un mot, Ernest Pignot-Ernest, sur votre enfance à vous, à Nice. Comment justement vous avez construit ce rapport à la critique par l'art. Comment c'est une surprise complètement. J'étais dans une famille qui s'occupait que de sport. Je veux dire, il y a quelques mois, mon frère est mort, je lui ai demandé, il ne se souvenait pas que nous ayons eu un livre à la maison. Donc, voilà, il n'y avait jamais eu de livre, mais on faisait tous du sport. Quoi, voilà. La politique, c'est qu'un effet, comme vous l'avez dit, je me suis trouvé à 19 ans et demi en Algérie. Quoi, voilà. Je n'avais pas à ce moment-là assez de force, de maturité, de conscience politique pour ne pas y aller. C'était presque impossible. C'était très très rare. Il y a eu très très peu de déserteurs à ce moment-là, très très peu. Par contre, je suis arrivé en Kabylie, et moi, ma famille est originaire de l'arrière-pays de Nice. J'ai ramassé des pois chiches sous des oliviers, et je suis arrivé en Kabylie, c'était les mêmes, quoi. J'étais chez moi. J'ai senti une espèce de fraternité, et donc c'est devenu comme une espèce d'évidence que cette guerre coloniale était une monstruosité. Je le sentais déjà, mais là encore plus fort. Et que j'étais avec eux, et ma conscience politique, elle vient effectivement, de l'injustice que portait, de la monstruosité que portait cette guerre coloniale et la situation dans laquelle on m'avait mis. Ouais, on peut dire que ma conscience politique est venue comme ça. Et donc l'expression de l'art, c'est venu après, à votre retour à Nice? C'est une surprise parce qu'il n'y a aucune raison chez moi. Je dis, c'est vrai que c'est anecdotique, mais c'est incroyable. Je dessinais, comme ni au foot ni au vélo, j'étais pas très très bon, quoi. Pas assez bon. J'avais qu'une singularité, c'est que je dessinais à 10 ans, 11 ans, un peu mieux à l'école, c'est le seul truc qui me valorisait un peu. Mais quand on est dans un milieu qui n'a pas cette culture cultivée, je faisais comme des cartes postales, quoi. J'ai dessiné la fontaine de mon village, le pont, je faisais des cartes postales. Et à 12 ans, dans un numéro de Paris Match, vous savez, c'est un hebdo très... Oui, c'est le plus... Un numéro sur Picasso. Et je découvre, c'est les portraits de Sylvette. Picasso avait fait en 2-3 jours, genre 80 portraits de cette femme avec à la fois... Il y a un dessin, on dirait Ingres, et puis avec une grande liberté, une explosion et tout ça. J'ai découvert cette liberté, que l'art, la peinture pouvait être ça. Quoi, voilà. Pour moi, c'est Picasso qui est un tournant. Quoi. Ce qui vous a touché chez Picasso, c'est l'aspect purement plastique ou la démarche d'artiste total, c'est justement le... Picasso, dès qu'on découvre Picasso, après on va à Guernica et on voit que c'est la plus grande œuvre c'est une œuvre des plus importantes de l'histoire de la peinture. Moi, j'ai eu le sentiment, comme ça, implicite, qu'après Picasso, c'était très difficile de faire de la peinture. Et si ma façon d'intervenir sur le réel, d'intervenir dans la rue, de saisir les lieux eux-mêmes et leur histoire, c'est peut-être au fond parce que je ne pouvais pas faire de la peinture après Picasso. D'ailleurs, j'ai souvent ce sentiment. Je veux dire que
90% de la production picturale que je vois aujourd'hui. Je me dis pourquoi ils font ça. Non, vraiment. Et donc, j'ai été amené, en voulant saisir des thèmes d'une certaine ampleur, le sentiment qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas représenter. Donc, j'ai travaillé très jeune, j'avais même pas 16 ans. Hein, je suis indépendant économiquement depuis. Donc, je suis autodidacte complètement. J'ai quitté l'école, j'ai cherché un boulot. Voilà, coup de chance, comme j'ai dessiné, un architecte m'a engagé. Au lieu d'être ouvrier, mon frère est ferronnier, on avait tous des métiers manuels. Donc, moi, j'ai un peu esquivé ça. Et puis, au bout de quelques années, j'ai gagné un peu d'argent, je voulais me consacrer à la peinture uniquement. Je travaillais toujours à mi-temps pour peindre, pour dessiner et tout ça. Une année, j'ai vu que j'avais de quoi vivre presque un an avec des économies, mais pas en restant à Nice parce que ça coûtait trop cher. Je suis parti m'installer dans le Vaucluse, où j'avais l'idée d'un Vaucluse un peu mythique, quoi, pour moi, c'était une espèce de Toscane, c'est-à-dire c'était Masaccio, Fra Angelico, tout ça, il y avait toute cette idée. Mais je ne pouvais pas aller en Toscane, donc je suis allé dans le Vaucluse. Et je découvre que quand je m'installe, qu'à quelques dizaines de kilomètres, on implante la force de frappe atomique. Donc 1000 fois Hiroshima, enquisté sous les amandiers, quoi, sous les champs de lavande. Je me dis, ben voilà un thème à ma hauteur, là, c'est pas Guernica, mais c'est, voilà, le nucléaire, c'est un tournant dans l'histoire de la société, c'est l'homme qui peut détruire l'humanité, tout ça. Donc j'essaie d'aborder ce thème, cette puissance de mort sous les lavandes, et je fais le constat au bout d'un moment que je ne peux pas faire une peinture qui représente ça, que je ne peux pas représenter ça, que c'est la terre qui a été accaparée, dévoyée, que c'est le pays qui a été dévoyé et qu'il faut intervenir dessus, c'est-à-dire vraiment intervenir dessus, ne pas le représenter. C'est comme ça que j'ai cette idée d'inscrire des images dedans, des signes dedans. Donc je découvre cette photo que beaucoup de gens connaissent, on dit que c'est une photo d'Hiroshima, en fait c'est à Nagasaki. C'est l'explosion nucléaire a brûlé un mur, elle a décomposé un type, il ne reste plus que son ombre portée. C'est-à-dire qu'il n'y a que son ombre portée qui est sur le mur, tout le reste du mur est brûlé avec une échelle. Et donc à partir de cette image du nombre, c'est-à-dire qu'il y a des poètes qui parlent des hommes sans ombre, et là c'est une ombre sans homme, c'est juste une ombre. Pline l'Ancien dit que l'origine du dessin c'est une ombre portée, c'est la fille du potier qui a tracé voilà. Et là, mon travail démarre sur une ombre, mais pas une ombre provoquée par le soleil, mais par l'éclair nucléaire. Donc, à partir de cette photo, je fais des pochoirs, et l'idée c'est un peu mettre des stigmates sur le pays. C'est la première fois que je mets des images d'humains grandeur nature dans un lieu pour travailler le lieu. Voilà. J'avais pris dans un nouveau texte, j'avais gardé ça parce que ça me servait. Vous écrivez que les mots ne créent pas la réalité, mais la révèlent. Voilà. Ils effacent l'opacité du réel. Voilà. Et au fond, j'avais pris cette phrase parce que je dis la même chose de mes images. C'est-à-dire que les images que je glisse dans la réalité viennent comme la révéler, en quelque sorte. Hein. Mes images naissent d'une approche des lieux. Hein. C'est-à-dire, j'en parlerai peut-être pour Naples, d'une approche des lieux. C'est-à-dire, j'essaie de faire une approche de peintre ou de sculpteur des lieux. C'est-à-dire, voilà, la lumière, la texture du mur, la matérialité, l'espace, tout ça. Mais donc faire une approche de ce qui se voit, une approche charnelle. Mais dans le même temps, je fais une approche de tout ce qui ne se voit pas dans des lieux dans lesquels je travaille. C'est-à-dire l'histoire, la mémoire des lieux, leur histoire, la mémoire enfouie, leur force symbolique. Et j'élabore mes dessins en prenant en compte ces deux aspects, tout ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. Et quand j'inscris mon image dans les lieux, elle vient en effet comme le révéler, quoi. Vient le perturber ou exacerber son potentiel suggestif, poétique, dramatique. Voilà. Au fond, ça fonctionne comme ça. Mais c'est très intéressant. Parlons de Naples, puisque c'est en effet un
un de vos points communs, puisque vous avez énormément travaillé à Naples, vous y avez travaillé à plusieurs reprises dans votre vie, sur plusieurs projets. Souvent, j'ai mis qu'une image dans une ville, mais Naples est impossible à appréhender. Ouais. Moi, Naples, c'est comme si j'avais trouvé le lieu des origines. C'est-à-dire qu'à Naples, vraiment, j'ai ce sentiment, on marche via Tribunal, que peut-être le type qu'on croise, c'est Virgile ou Caravage. Qu'il y a à Naples, il y a eu une résistance à Naples qui fait que les choses restent présentes comme ça. J'ai ce sentiment. Moi, j'ai eu le sentiment que je pouvais... À un moment, je pensais que je resterais à Naples. Je pouvais tout traiter à Naples, tout 2000 ans d'histoire. Mais en même temps, Francesco Rosi, quand il veut traiter du problème foncier, il fait main basse, excuse, je ne peux pas le dire en italien, il fait main basse sur la ville à Naples. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a 2000 ans d'histoire de l'Énéide, et puis sur les problèmes contemporains, complètement les plus forts. Les plus forts. Ouais. Mais justement, ce qui vous caractérise tous les deux, c'est à partir d'un travail sur des lieux, en effet, pour les révéler, pour en révéler la charge émotive, vous utilisez des références qui vous sont propres, que vous avez beaucoup étudiées. Il y a, je crois, par rapport à d'autres artistes, l'un et l'autre, une grande érudition quand même. Alors vous allez dire peut-être non, ce n'est pas vrai, etc. Mais en tout cas, en tant que spectateur de vos œuvres et lecteur de vos romans, il y a chez l'un et chez l'autre, on sent un attachement incroyable à des sources culturelles assez précises. Ernest Pignon-Yanès, quand vous allez dans les rues de Naples et que vous faites la série Caravage, c'est saisissant, c'est-à-dire quand on marche dans la rue, alors après on vous connaît, mais quand on ne vous connaît pas, si on arrive pour la première fois, si on tombe la première fois sur votre œuvre, ça fait quelque chose de fou, c'est-à-dire on a vraiment l'impression que le mur est troué et que Caravage a peint le mur le long duquel on est. Alors, comment vous choisissez ça? Pas complètement. Hein, pas complètement. Je fais assez rapide parce que je ne fais pas de trompe-l'œil. Hein, je veux dire, je tiens beaucoup à ça. Dans mes dessins, il y a toute une recherche qui vise à suggérer une présence, à quelque chose de charnel, une présence, à suggérer une présence. Par exemple, je fais toujours des personnages grandeur nature, voilà. Et c'est comme un face-à-face, il y a une dimension presque sensuelle dans la rencontre. Mais en même temps, je fais en noir et blanc, je laisse le papier autour, et j'affirme que c'est une image. C'est-à-dire que j'affirme, au théâtre, on dirait une distance. Hein. C'est Brecht qui dit qu'il faut montrer qu'on montre. Voilà, je montre que je montre. Mais sinon, Caravage, ça s'est imposé. C'est Naples, parce que j'ai fait des images à Soweto, elles n'ont pas le même graphisme, elles n'ont pas la façon dont la lumière fonctionne sur le corps n'est pas la même. Je veux dire, je n'ai pas travaillé que Caravage, mais j'ai interrogé la peinture caravagesque. À Naples, le premier jour, j'ai cru que j'étais arrivé un jour exceptionnel. Je suis arrivé, j'ai appelé Yvette, ma compagne, je lui ai dit « Je vais rester quelque temps parce qu'il a dû se passer quelque chose, il doit y avoir une grève, ou je ne sais pas, parce que c'est un bordel incroyable. » Et après, j'ai vu que c'était tout le temps comme ça. Ça, c'était une des révélations. Et sinon, après, quand on marche et tout, il y a des choses qui s'imposent. C'est que Naples, c'est probablement la plus grande ville d'Europe au 17e, 18e. Il y a des immeubles qui font plus de 22 mètres de haut. C'est la ville la plus ensoleillée et c'est l'endroit où il y a une confrontation entre la lumière et les ténèbres tellement forte, et ce sentiment de la mort, cette sensualité de la ville, les poissons, les draps et tout. Je fais un résumé rapide, hein. Ça amène naturellement à Caravage. Donc mes images interrogent tout ça et interrogent les lieux. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a des gens qui ont travaillé sur mon projet napolitain. J'ai travaillé plus de 100 livres pour faire mon travail à Naples, plus les évangiles, une part de la Bible et tout ça, parce que sinon c'est impossible. Bien sûr. Vous avez conscience, Eric De Luca, cette espèce de portée universelle de la ville de Naples? Alors j'imagine, oui, puisque vous avez écrit beaucoup sur Naples, de nombreux livres qui se passent à Naples. Non, je sais, je ne sais pas qu'est-ce que c'est universel, mais c'est une ville très physique. Et mon adhésion à cette ville est à travers le dialecte. Moi,
langue mère est le dialecte napolitain. Oui. L'italien est venu après. Ouais. Et encore reste ma langue mère. C'est la langue que je ne peux plus parler avec ma mère parce qu'elle n'est pas là, mais c'est la langue que je parle avec moi-même quand je suis seul. Je me parle en napolitain. Je m'insulte en napolitain. Parce que ça me pique, le napolitain. Si je m'insulte en italien ne me fait rien. Me glisse sur ma peau, n'arrive pas à me piquer le nerf. Mais le napolitain est très physique, est court et agressif. Et aussi, c'est aussi doux. Je vous raconte un épisode de Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni, dans une ville de Rome, vient d'être reconnu par quelqu'un qui passe derrière lui et qui dit « Ammazzate come sei invecchiato ». Ça veut dire « Parbleu comme il est vieilli ». Non? Alors, il dit « Je me suis trouvé à Naples, dans la même condition, et donc quelqu'un qui m'a reconnu et qui m'a arrêté, il m'a dit hey, nous avons vieilli, bon Marcello, nous avons vieilli, alors nous prendrons un café. » Ça, c'est la différence entre Naples et une autre ville qui peut être Rome. Mais du coup, vous n'avez pas une frustration de ne pas pouvoir écrire en napolitain, parce que c'est rare de ne pas écrire dans la langue que l'on utilise avec soi-même. Non, mais c'est ça. Ouais. Parce que pour moi, l'italien est le deuxième mi-temps. Et oui. Le premier temps est l'expérience. L'expérience m'arrive toujours en napolitain. Mon système nerveux, ma perception est complètement napolitaine. Mais le moment où je l'écris, alors je passe à travers une décantation. Et la décantation est en italien. C'est le deuxième temps qui est plus calme et qui est plus... reconnaît les choses les plus importantes, ne réagit pas comme une bête féroce sur le moment. J'ai ce système nerveux napolitain, mais la deuxième mi-temps est italienne, donc c'est normal. Et j'ai écrit seulement une chose en napolitain, une pièce de théâtre que c'était dans un refuge antérien de la Deuxième Guerre mondiale. Naples a pris le nombre majeur de bombardements aériens d'Italie dans la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a un refuge antiaérien, et toutes ces histoires des refuges antiaériens me sont venues de l'écoute de mes parents, et de la grand-mère, des oncles, des tantes. Alors, je l'ai reçu en napolitain et je l'ai rendu en napolitain. Mais c'est une transposition, j'ai fait un peu de copiste, mais seulement dans ce cas. Sinon, l'italien, c'est ma langue ma calme langue de dépôt de l'expérience. Après, c'était théâtral, il y avait théâtre partout. C'est du théâtre, en effet, c'est pour ça. Oui, il y avait d'ailleurs des opéras jadis à Naples où les grands airs des grandes divas étaient en italien, mais où les intermèdes et les entr'actes plus rigolos, plus bouffons, étaient en dialecte. Mais aussi musical. La première maison d'édition musicale des disques était à Naples, parce qu'il n'y avait que la chanson napolitaine comme chanson principale. Et en plus, j'ai pu reconnaître une similitude entre les napolitains et le yiddish. Ah, d'accord. Ils ont la même intensité théâtrale. Et aussi, j'ai trouvé qu'il y a des proverbes en commun. Comme dire, par exemple, c'est bon de s'apprendre barbier sur le visage des autres. Ça, c'est un proverbe, soit yiddish que napolitain. Oui, je l'ai lu ça de quelqu'un, vous l'avez écrit. Alors, mais le premier opéra au monde, c'est le San Carlo aussi. La première fois qu'on fait un lieu pour l'opéra, c'est un acte. Qui est encore là. Oui, qui est là, bien là. Mais moi, je suis allé à Naples par hasard à cause de la musique. D'accord. Je vous cherchais un lieu où je voulais interroger un peu. Je ne savais pas très bien ce que je voulais interroger, mais ce qui fonde ma culture, que je n'ai pas de formation religieuse, ça me semblait indispensable. Quand on travaillait des images, je vais en reparler, et j'ai entendu à France Musique la musique napolitaine. Cimarosa, Pergolese, puis Gesualdo. Là, j'étais scié. Je n'ai pas une grande culture musicale.
Gesualdo, des moments, je me suis dit, peut-être c'est contemporain. Traité tellement, il y avait une sophistication, une tension, comme ça. Et au milieu de toutes ces musiques splendides, dans cette émission sur la musique africaine, Sole Mio. Et non, je me suis dit, une ville qui a sécrété une musique de cette richesse et aussi populaire, je suis allé à Naples là-dessus. Vous savez que la musique de O Sole Mio a été composée à Odessa. Ah bon. Alors, une petite dernière question sur Naples, ensuite parce que vous êtes très attaché au quartier de Scampia, justement du Naples d'aujourd'hui. Vous avez fait un travail à Scampia, dans lequel vous avez participé, peut-être juste un petit mot. Non, il se trouve, mais j'ai travaillé à Scampia. J'ai surtout travaillé dans la ville historique, autour de Santa Chiara, le long de Spaccanapoli, Via Tribunale, sur la ville historique. J'ai travaillé sur les parcours liés à Pâques, j'ai travaillé beaucoup sur ça. Pour moi, c'était cette approche justement religieuse. J'ai fait un parcours sur Pasolini et j'essayais de trouver des lieux qui avaient une résonance avec son œuvre ou avec sa vie ou avec sa mort. Donc, de Matera à Rome. Et à Rome, on n'avait pas trouvé l'univers de Mama Rome ou d'Acatone, cette pauvreté, cette marginalité. Ces quartiers ont changé et tout ça. Et ma fréquentation de Naples a fait que je connaissais Scampia et je me disais peut-être ça serait l'univers pasolinien d'aujourd'hui. Un petit mot peut-être sur Pasolini, puisque c'est un auteur fondamental que beaucoup de gens ont lu ici et qui nous regardent. Il y a en effet votre travail sur Pasolini qui est très connu et qui est splendide. Et justement, ça nous permettra de faire un lien avec les luttes des années 70. Vous parlez de Pasolini dans votre dernier livre, vous le citez à un moment où le héros justement qui est en garde à vue répond à son juge qu'on s'occupait moins de Pasolini dans les années 70 parce qu'il s'occupait d'individualisme du sous-prolétariat dépassé à cette époque de nouvelles consciences de classe. Donc il y a quand même donc il y avait une petite réserve à l'époque chez vous en tant que contestataire professionnel sur Pasolini. Il y avait cette critique, oui, sur son œuvre, mais on avait du respect pour lui, parce qu'il venait à notre manifestation. Il était complètement démuni, désarmé, seul. Il voulait, parce qu'il voulait voir, il avait besoin d'être là, sur place. Il ne pouvait pas participer des étages à regarder en bas. Il voulait être là. Et donc notre manifestation était souvent perturbée dans des conditions de résistance à la force publique. Et ça m'est arrivé, dès que j'étais responsable de ces manifestations sur place, de le mettre à l'écart. Nous avons du respect pour lui parce qu'il avait un courage physique qui n'existe pas dans le milieu intellectuel normal. N'existe pas. Le courage physique souvent va à côté aussi du courage moral. Mais c'est pas forcé le couple, mais dans son cas, oui, il avait ce double courage. Donc, vous avez écrit ce nouveau livre, Impossible, qui est, où vous revenez sur ces années-là. Pourquoi vous avez senti ce besoin-là maintenant de revenir comme vous vous êtes pas posé la question? Non, parce que c'est un livre court et très précis. Peut-être que vous allez nous dire que vous l'avez pas fait exprès, comme beaucoup d'artistes disent. Non, mais, je le fais exprès parce que il est tenu. Je ne le fais pas en état d'inconscience. Je le fais quand je suis sobre. C'est pas mon expérience directe. Parce que je n'étais pas membre de l'organisation clandestine, donc je n'ai pas purgé des dizaines d'années qui ont purgé les militants clandestins qui ont été défaits dans leur lutte contre l'État. Mais comme beaucoup de nous autres, j'ai été interrogé par le magistrat. J'ai pu trouver qu'un magistrat s'intéresse à quelque chose. Non, c'est qu'il y a des curiosités intellectuelles. Non.
il a besoin tout simplement de démontrer ou essayer de démontrer l'hypothèse de culpabilité. Et ici, je me suis trouvé à écrire une histoire où le magistrat est jeune et l'ancien militant est beaucoup plus expert que lui. D'abord sur la vie, sur les années révolutionnaires, en plus sur la montagne, parce que le passage en montagne. Alors, il y a cette condition de provisoire infériorité du magistrat face à l'accusé, et ça entame doucement un dérapage vers le dialogue entre ces deux. C'est un dialogue absolument improbable dans la vie commune. N'existe pas. D'avoir un magistrat aussi curieux. Jamais entendu d'autres qui ont eu cette expérience. Mais en écrivant, je me suis trouvé à basculer entre les deux. En fait, c'est l'histoire, en effet, de quelqu'un qui doit avoir 70 ans à peu près, qui est passionné par la montagne et qui marche beaucoup en montagne comme vous, et qui, dans les Dolomites, voit à quelques centaines de mètres devant lui un homme. Il s'avère que cet homme-là va tomber dans une crevasse et meurt. C'est le début du roman. Et le juge soupçonne justement le grimpeur de l'avoir tué, puisque le mort s'avère être un des anciens camarades du héros qui, repenti, a parlé au juge et a dénoncé ses camarades et a été à l'origine de la longue incarcération du héros. Alors c'est vrai que vous êtes vous-même un alpiniste, je crois, très chevronné, vous faites toujours de la montagne. Je pratique l'alpinisme. Il y a de très très belles pages, je le dis parce qu'il y a de très belles pages sur la montagne dans ce roman. Vous ne luttez pas pour vous-même, c'est-à-dire que vous allez faire des années de prison, vous allez être aussi intelligent, vous allez lire des livres merveilleux, vous allez être confronté à tant de choses extraordinaires et aucun avantage pour vous. Est-ce que ça, c'est ce que vous sentez dans les générations d'après ça, c'était le XXe siècle. Ça, c'était le XXe siècle. Donc, vous pensez qu'au XXIe? À le XXIe, n'existe pas cette nécessité, parce que la révolution, ce n'était pas un choix parmi les autres, c'était l'inévitable. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas passer à côté. On pouvait déserter. Comme lui, je ne suis pas un déserteur. Et alors pourquoi il y a eu spécifiquement en Italie cette puissance-là? C'est-à-dire la jeunesse s'est mobilisée, mais par dizaines de milliers d'étudiants. La répression a été terrible, et puis elle était liée à ce qui se publiait à l'époque en philosophie, ce qui se faisait dans le monde de l'art, et aujourd'hui des milliers d'étudiants dans le monde entier font des thèses, étudient ces philosophes, ces artistes. Donc qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Pourquoi en Italie ce caractère incroyable d'un idéal révolutionnaire qui a emporté l'intelligence de tant de jeunes gens? Mais parce que nous avons été d'abord une génération excessive, excédente. Nous avons été très nombreux, les nés après la guerre, non? Oui, c'est vrai. Donc nous étions une multitude de jeunesse. Et la première multitude de jeunesse qui avait accès à une culture de masse. Donc la combinaison était explosive. Et ce n'était pas seulement la question des étudiants, c'était la question des ouvriers. Il y avait toute une condition ouvrière pénible. Et c'est combiné les mots d'ordre des rues des étudiants avec les luttes ouvrières. Nous avons fait du militantisme hors des usines, dans les quartiers populaires. Nous avons organisé les révoltes dans les quartiers populaires, les révoltes dans les prisons, les révoltes dans les usines. Donc mélanger cette chose est devenu une chose qui a duré longtemps, qui s'est enracinée par une décennie. Oui. Toute la décennie 70 a été une décennie que je peux dire la meilleure décennie de la vie ouvrière d'Italie et peut-être du monde, pour les avantages, les conquêtes qui ont été arrachées, parce que le progrès passe à travers
cette Bien forme sûr. de rapport de force. Ce n'est pas une concession des pouvoirs. C'est continuellement, la liberté, c'est continuellement une confrontation entre rapports de force. Vous saviez que vous étiez entraîné quand même dans une lutte qui allait avoir des conséquences très dures. Donc, est-ce que vous pensiez, en gros, que la révolution pouvait gagner en Italie? Tous les jours. Ouais. Parce qu'on gagnait quelque chose tous les jours. On gagnait de l'espace, de la force, de la condivision, de la participation tous les jours. On faisait le communisme, ne c'est pas dans les lendemains qui chantent, c'était sur le moment, dans la journée. Sur le fait de pouvoir prendre des gens sans papier, sans baraque, sans maison, et les aller faire occuper des maisons vides, et les faire résister là-dedans, et les faire organiser dans une manière communautaire. On obtenait quelque chose tous les jours. On avançait tous les jours. Et c'est comme en montagne. Tu ne gardes pas le sommet, si tu veux grimper. Non? C'est le faire, l'escalade, qui est importante. Le sommet, on peut arriver ou on n'arrive pas, mais ce n'est pas important. Aujourd'hui, dans une société moins opéraïste, pour reprendre un mot italien, dans une société moins opéraïste, mais où il n'y a pas moins de souffrance, moins d'exclusion, moins de morts et moins de pouvoir aux aveugles partout au pouvoir dans le monde. Dans cette société-là, est-ce que vous croyez que cette forme de politique, d'espoir justement, d'espérer tous les jours voir un monde nouveau advenir, vous pensez que c'est impossible? Ou est-ce que vous voyez parfois dans le monde, peut-être le Val-de-Suse, peut-être certaines banlieues de Naples, je ne sais pas, mais est-ce que vous voyez ou est-ce que vous avez rencontré des personnes ou des lieux qui peuvent être des points de départ ou des lieux où cette étincelle dont vous parliez justement peut s'allumer vers un monde meilleur? La Val-de-Suse, c'est un exemple local, mais pas exportable. C'est l'histoire d'une résistance d'une vallée entière contre un projet homicidial criminel qui, jusqu'à maintenant, a réussi à l'empêcher, après 30 ans d'obstruction et de résistance. Là où je vois l'ordre du jour est dans cette jeunesse qui s'occupe de la santé du monde. Dans la jeunesse qui a commencé à se sentir part d'une force commune qui doit remplacer les pouvoirs qui ont ignoré et ont mutilé la vie naturelle, et en essayant d'inventer un autre contrat avec le monde, avec la nature, avec le monde. Cette jeunesse est la plus grande force de rénovation et aussi de condivision, parce qu'elle est convaincante. On n'a pas besoin de s'opposer et de faire des barricades. Elle est convaincante, et sûre d'elle et de ses raisons. Donc j'ai de l'admiration. Je ne peux pas dire l'espoir, parce qu'à mon âge, l'espoir, c'est plutôt encombrant. C'est quelque chose qui ne me regarde pas. Mais j'ai de l'admiration. Et vous, Ernest? Oui, moi aussi. Mais en effet, ce qui se passe avec ce que nous vivons, là, le virus et tout ça, il y a peut-être des choses qui vont se révéler un peu mieux. C'est-à-dire que au fond, on a découvert, enfin les politiques, les responsables, qui se mêlaient jamais de la santé des gens, ont découvert avec presque une surprise que, mettons, on n'avait plus aucun médicament fabriqué en France, que même le Doliprane, il s'était fait en Chine. C'est-à-dire qu'en France, on est le pays de Pasteur, il y a un laboratoire Sanofi. Grâce à la sécurité sociale en France, c'est une bonne chose pour la santé des gens, mais c'est une bonne chose pour les laboratoires. Ils reçoivent des milliards d'argent. Leurs médicaments sont payés cash, comme ça, par le service public. Et on s'aperçoit que ce grand laboratoire qui coûte des milliards, qui va donner ce mois-ci 4 milliards de dividendes, ne s'est pas démerdé d'inventer un vaccin. Je veux dire, c'est une faute professionnelle grave.
Non, je veux dire, dans d'autres domaines de la société, c'est la prison. Ça mériterait la prison. Je veux dire, les types qui sont à la tête de ces laboratoires, tu penses qu'ils en font un à Cuba? Et qu'ici, avec les milliards qui touchent du service public, c'est une faute professionnelle crainte. Et je pense que ça va apparaître de plus en plus cette espèce d'indécence, d'immoralité. Le capitalisme est insupportable, mais quand il fait de l'argent, et quand on le voit là, sur les problèmes de la santé, sa dimension immorale devrait sauter aux yeux. J'espère que cette crise que nous vivons devrait la révéler beaucoup plus fort. Non, mais merci beaucoup à l'Institut culturel italien. Merci.